Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de cette édition exceptionnelle de Reporter. J'espère que vous n'avez pas raté la première. Le cas échéant, vous pourrez la retrouver sur notre site internet www.france24.com. Sur ce plateau, nous ont rejoint Mathieu Mabin et Karim Akiki, qui étaient deux des reporters qui ont couvert pour France 24 la chute de Tripoli dans un premier temps, la chute du régime Kadhafi à laquelle on va assister dans les quelques minutes qui viennent dans un second temps. On vous posera quelques questions, mais tout de suite, on va découvrir vos images. Nous sommes donc le 20 août au soir, la prise de Tripoli, la prise de Bab Azizia. Il est 20h à Tripoli, la capitale libyenne est en partie aux mains de l'insurrection. Dans la journée, la ville s'est soulevée. Tout se déroule selon le plan des stratèges. L'entrée se fait presque sans combat. Et sur la place verte, les rebelles célèbrent déjà la victoire. Les couleurs de la monarchie, devenues celles de la révolution, remplacent le vert du régime. Mais la fête est de courte durée. Mêlés aux tirs de joie, ceux des kadhafistes postés sur les toits. L'un de nos gars vient de se faire tuer, juste là. Il a pris une balle en pleine tête. Donc on va se regrouper et se tirer de là rapidement. Pour Sam, c'est une bataille de plus qui s'annonce. Mais il y a déjà un parfum de victoire. La Libye est libre. Moi, je suis en miettes, mentalement et physiquement. Mais à l'intérieur, je hurle de joie. Partout dans la ville, les fidèles de Kadhafi se battent encore. Aube du deuxième jour, les hommes achèvent leur seconde nuit blanche. Et la chasse reprend au cœur de la ville, sur la place verte. Des milices rebelles, parfois improvisées la veille, arrêtent des suspects. Celui-là a la peau trop noire et un t-shirt trop vert. Ne tirez pas, ne tirez pas. Mais pour la Katiba Tripoli, l'heure est à l'assaut final. Au bout de la rue, derrière ce mur, c'est Bab al-Azizia, le fief de Mouammar Kadhafi. Les fidèles s'y sont regroupés, drapeau vert hissé. Attendez, attendez. Ça suffit, préparez-vous. Pour la dernière bataille, Mehdi, le chef, a rassemblé tous les volontaires disponibles. Les canons anti-aériens montés sur pick-up donnent le top départ du combat. L'assaut est frontal. Juste en face, c'est la mosquée de Bab al-Azizia. Elle n'est pas défendue. Mehdi est blessé au pied, mais il a rêvé de cet instant. Pour s'approcher du premier mur, il faut franchir un no man's land de 200 mètres. Les canons de 20 mm vont se relayer pendant une demi-heure, sans discontinuer, pour que les hommes à pied attaquent le premier mur. Riposte, à la roquette. C'est un duel au canon qui s'engage. Le déluge de feu ouvre une brèche aux combattants. Qui s'engouffrent face aux tirs kadhafistes, avec une rage insensée. Le cœur du régime n'est plus qu'à quelques mètres. En première ligne,
Les corps tombent. Dernière ligne droite. Et au bout de la course, ça y est, le poing fermé, symbole du régime de Kadhafi, est tombé. Il est 19h à Bab al-Azia. C'est la fin de 6 mois de combat. En 2 jours, 1000 hommes sont tombés pour la capitale, dont près de 60 de la Katiba Tripoli. Les serviteurs du régime qui ont survécu sont emmenés. Celui-là n'est qu'un domestique. Lui, un simple employé de bureau. Ils iront remplir les prisons de la nouvelle Libye. Je suis libyen, comme vous. J'aime la Libye, comme vous. Toute la nuit, l'empire Kadhafi est livré au pillage et à la destruction. Sam est sorti indemne du dernier assaut. Près de la plage avec les survivants de son groupe, tout premiers instants de calme depuis longtemps. La nouvelle Libye libre, c'est incroyable, non? On n'est pas juste des soldats, on est d'abord des civils à 99,9%. Moi, j'ai jamais voulu me battre, j'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Mais ça a été un voyage incroyable. J'espère que quand tout ça sera fini, on pourra regarder en arrière et que tout soit raconté. Pourquoi des gens comme moi ont tout quitté pour faire cet incroyable boulot? Pourquoi on a senti que c'était à nous de le faire? Mais il manquera des témoins à l'histoire. Vous vous rappelez de Hatif, le grand qui vivait à côté de Bab al-Azizia? Faut que j'aille voir ses parents. Le matin de sa mort, il m'a dit, si je suis tué, vends ma voiture et mes affaires et donne l'argent à ma mère pour qu'elle puisse faire le pèlerinage à la Mecque. Si je ne peux pas retrouver la voiture, je paierai moi-même et je dirai à sa mère le lion qu'il était quand il se battait dans le désert. Un lion. À 2 pas de la plage, Mehdi, le chef, est devenu une gloire nationale, courtisé par les notables fraîchement libérés. Mahmoud, regarde, c'est Mehdi Arati. Mais Mehdi n'est pas là que pour se faire féliciter. Dans ce bâtiment va se tenir la toute première réunion des chefs rebelles de Libye. Elle est présidée par un homme jusqu'alors inconnu du grand public. C'est Abdelhakim. Voici la toute première apparition d'Abdelhakim Belhadj. Pour la CIA, cet homme mal à l'aise devant la caméra est membre du réseau Al-Qaïda. On a juste besoin de... Ne dis rien, tais-toi. On a juste besoin des plans pour la sécurité de Tripoli. Ok, c'est bon, pas de problème. Mehdi n'est plus libre de ses propos. À la fin de la réunion, Abdelhakim Belhadj sera chef du conseil militaire de Tripoli. Et Mehdi Arati est nommé adjoint. Sam reprend la route avec son groupe. Faut croire que mon heure n'est pas encore venue. Il lui reste une mission pour en finir avec sa révolution. Débusquer Kadhafi. Mehdi a remis sa tenue de combat. Il prendra part à l'opération. Impossible de dire aujourd'hui si ces hommes basculeront dans l'islamisme. Mais ce qui est certain, c'est qu'au moment de reprendre la route pour la traque finale, il restait bien des rappeurs rebelles dans la Katiba Tripoli.
Mathieu Mabin, nous venons de suivre cette aventure, entre guillemets, exceptionnelle que vous avez vécue dans ces journées du 20 et du 21 août. On peut parler, à voir ces images qui sont très spectaculaires, d'une bataille de Tripoli, mais est-ce que c'était une bataille dans le sens traditionnel du terme ? Oui et non. C'était une bataille dans le sens traditionnel du terme, dans le sens où, effectivement, deux groupes armés se sont affrontés. Affrontés au sens littéral. Vraiment de front, face à face. Maintenant, c'est vrai que l'OTAN a eu une participation majeure, hein, comme l'explique assez bien Sam, hein, le personnage principal du reportage. L'OTAN est passé devant et a réduit au maximum la capacité de défense des troupes fidèles au colonel Kadhafi. C'est ce qui explique que finalement la Katiba Tripoli n'a eu affaire qu'à des petits groupes de combattants isolés, souvent à pied ou sur de simples pick-up, de simples voitures, qui n'avaient plus cette force de frappe qu'ils ont eue il y a encore peu de temps. On n'est pas dans un scénario à la tunisienne ou à l'égyptienne pour autant, elle a laissé beaucoup d'hommes sur le terrain. Oui, absolument. Il ne faut pas qu'on oublie que le conflit libyen a été dévastateur. Il y a eu beaucoup de tués. La rébellion n'a pas encore donné de bilan du nombre de ses combattants morts au combat. Maintenant, pour la simple chute de Tripoli, le chiffre que nous avons est de 1000 tués combattants. Et rien que dans la Katiba Tripoli qui compte 240 hommes, un quart d'entre eux y ont laissé la vie, 60 hommes. Karim, vous étiez aussi sur place. Ce dernier carré de résistance, ces poches de résistants qui résistent encore dans certaines localités ou dans certaines villes qui continuent, qui sont-ils ? C'est les fidèles du régime, c'est vraiment les fidèles parmi les fidèles. Nous avons été étonnés de voir à quel point ils ont résisté. Au début, on pensait vraiment, il y avait deux scénarios possibles. Soit ils résistaient comme ils l'ont fait, soit ils laissaient tomber les armes. Et on est arrivé à des endroits, par exemple des écoles ou des endroits publics, on a trouvé des vêtements militaires, des uniformes militaires qui ont été abandonnés. On a pensé que ça allait être un mouvement général. Et non, ils ont résisté coûte que coûte. Je peux vous dire que ce sont les derniers fidèles du régime qui tiennent. Et tant qu'ils ne verront pas Kadhafi, soit à l'extérieur, soit capturés vifs ou morts, ils tiendront et ils continueront à tenir leur position. Puis ils n'ont pas le choix. C'est ça ou mourir. Mathieu, dans les scénarios vertueux qui nous étaient présentés par les stratèges français ou anglais avant la chute de Tripoli au mois de juin, il y avait la conjonction d'une attaque ou de plusieurs attaques sur la ville et aussi de soulèvements dans plusieurs des villes libyennes, des grandes métropoles libyennes. Ça s'est produit exactement comme il l'avait écrit. Comment se fait-il ? Oui, alors qu'on était plutôt incrédules. Hein. Il faut être parfaitement sincère. J'ai été personnellement très surpris par la rapidité avec laquelle la capitale est tombée. Très surpris aussi par l'acharnement dans les deux camps, exactement comme vient de le dire Karim très bien, la détermination des troupes de la rébellion, alors que depuis 6 mois, nos équipes observent une rébellion de briques et de broc, soyons sincères, qui manquait parfois de détermination, d'organisation, de courage, parfois aussi. C'est pas du tout ce qu'on a vu là. Et ce qu'il faut bien souligner, effectivement, c'est que ce qui a été présenté par les nations occidentales engagées dans la crise libyenne, la France, le Royaume-Uni, finalement, c'est le scénario qui s'est déroulé. Les villes se sont écroulées de l'intérieur, avec cette pression venue de l'extérieur, cette pression menée par les colonnes rebelles, et ce choc frontal, encore une fois, d'une violence inouïe entre Libyens. C'est une guerre civile, il faut le rappeler, c'est important. Des Libyens extrêmement déterminés, tant du côté des kadhafistes, comme l'a dit Karim très bien, que du côté de la rébellion. On sent aussi, Karim, une détermination très présente dès les premières heures après la chute du régime, qui est celle d'éviter un scénario à la Bagdad, c'est-à-dire une dissolution des institutions et le chaos qui succède à la guerre. Très vite, il avait besoin d'avoir de l'ordre sur place. Et vous imaginez, c'est pas facile. Les Katibas dont on parle là en ce moment sont des guerriers. Ils sont pas entraînés pour tenir une ville, pour faire de la police, pour gérer une population civile. Eux, leur métier, c'est faire la guerre. Ils l'ont faite. Maintenant, l'idée, notamment à travers le CNT et à travers les gens sur place, ils ont appelé les fonctionnaires, les policiers, les militaires à revenir sur le terrain le plus rapidement possible. On se trouvait à Zaouïa où il y a une raffinerie, la 2e raffinerie du pays. Je peux vous dire que dès la chute, le lendemain de la chute, il y avait déjà des ouvriers au travail et je parlais avec les rebelles qui tenaient ce poste-là, cette raffinerie-là, en disant on ne peut pas se permettre de laisser la raffinerie à l'abandon. C'est difficile, appeler des policiers, des militaires qui ont combattu contre les rebelles en disant vous allez revenir, c'est très compliqué. Il va falloir passer une espèce de période d'épuration pour que les gens puissent revenir. Mais le vrai problème, là, en ce moment, à Tripoli, c'est l'ordre. Et pour l'instant, il n'y a pas d'ordre. Une
petite menace qui semble peser aussi sur ce scénario révolutionnaire, Mathieu, c'est la menace d'une prise de pouvoir, une influence croissante des fondamentalistes. On sent au sein de la Katiba deux tendances, ou plus, elle est très très diverse, des occidentaux très occidentalisés et sans doute très très laïcs, et aussi des combattants qui sont plus sous influence de l'islam ou de sa partie la plus fondamentaliste. Comment s'est fait l'équilibre à votre sens, et comment va-t-il se jouer dans les heures et dans les semaines qui viennent? C'est très difficile à dire, et c'est la chute du reportage. Vous avez vu les hommes au milieu desquels on a évolué au cours de ces semaines. Nous, on a rencontré sur le terrain des jeunes Libyens épris de liberté. On aimait bien dire, c'est autant la révolution du rap et du rock'n'roll avec comme modèle Che Guevara, une image simplifiée de Che Guevara, qu'une révolution islamique, ou peut-être islamiste. Alors attention, il ne faut pas non plus se fier à des apparences auxquelles nous, occidentaux, pourrions se soumettre hâtivement. Le fait que Allah soit invoqué régulièrement n'est pas la marque du fondamentalisme. La Libye est un pays musulman, d'une culture musulmane. Il est trop tôt pour s'inquiéter. Pas de jugement hâtif, donc, et on suivra évidemment l'évolution de ces scénarios en Libye comme ailleurs sur France 24. Merci, c'est la fin de ce numéro de Reporter. Merci et bravo pour votre travail. Merci à ceux qui l'ont préparé. Merci à vous qui l'avez suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Reporter.